Est-ce qu'on peut accepter ces nouveautés ou est-ce qu'il faut qu'on mette des limites? Quand on a une réponse de l'intelligence artificielle, comment on peut l'interpréter, nous, en tant qu'humains, et s'assurer que finalement on peut faire confiance à cette réponse? L'intelligence artificielle, et notamment la Gen AI, a bouleversé les manières de faire. Au sein de PwC France et Maghreb, il y a des esprits qui ont bien compris l'enjeu. Pour ne pas se laisser dépasser par l'IA, les collaborateurs doivent garder la main, un temps d'avance et revérifier tout, toujours. C'est le secret pour ne pas passer à côté des erreurs. L'IA, l'intelligence artificielle, est arrivée dans le quotidien des collaborateurs et en quelque sorte, on a dû réagir. Vous ne l'aviez pas vu venir? L'intelligence artificielle est venue très vite. Quand on regarde un peu l'histoire des technologies, finalement, c'est une des technologies qui a été le plus rapidement adoptée en masse à l'échelle de la planète. Et cette arrivée, on l'a un petit peu vécue de façon brutale. On entendait parler rapidement sur Internet et c'est arrivé dans les bureaux, dans les méthodes de travail. Il a fallu s'adapter rapidement à cette transformation et travailler avec et ne pas se dire qu'on le laissait de côté ou on bloquait. C'était un outil qui allait vraiment transformer l'entreprise. On ne pouvait pas la laisser de côté, il a vraiment fallu le prendre et travailler avec. Quand est-ce que vous avez commencé à vous en servir, c'est-à-dire à passer à la phase suivante, et comment est-ce que vous l'avez appliqué dans votre métier? Alors, moi, j'ai commencé à m'en servir vraiment très régulièrement l'année dernière. Chez PwC, on a énormément de règles, de codes de conduite, de standards qui sont soit inspirés par de la réglementation, soit inspirés juste par des normes d'éthique qu'on veut respecter. Côté risque, on documente beaucoup de choses, on formalise beaucoup de choses. C'est très utile d'avoir un agent qu'on nourrit avec tous ces textes, qu'on peut ensuite interroger pour justement qu'il puisse nous rediriger vers la bonne clause, le bon code de conduite, etc. Elle est arrivée dans l'entreprise parce que les gens l'ont apportée de l'extérieur? Les gens ont très rapidement compris comment ça fonctionnait, ils ont pu l'utiliser dans le cadre personnel et les outils personnels finalement rentrent vite dans l'entreprise, toujours par ce biais d'Internet et par le biais des habitudes. Donc on ne pouvait pas dire non aux collaborateurs qui voyaient un intérêt à utiliser cette intelligence artificielle. Du coup, ils arrivent avec au bureau et vous vous dites attention, risque, effectivement, il va falloir mettre les bons garde-fous et regarder comment on peut leur proposer de continuer à utiliser tout en sécurisant. Première approche quand on voit ce genre de technologie qui arrive, c'est de couper. On peut très facilement couper l'accès à ces ressources aux collaborateurs. Et là, l'idée, ça a été de se dire qu'on ne pouvait pas les laisser sans ces outils qui vont devenir clés pour leur futur. Donc on a travaillé pour se donner nous-mêmes un niveau de confiance suffisant dans ces outils et laisser les collaborateurs les utiliser dans le cadre de leur métier. Qu'est-ce que vous avez constaté et comment est-ce que vous avez fait en sorte que l'outil corresponde à vos attentes? Alors au départ, on regardait beaucoup la documentation que nous donnaient les fournisseurs, qui est souvent assez éclairante parce qu'ils expliquent en fait comment ça fonctionne, comment ils rajoutent souvent des surcouches algorithmiques pour justement minimiser les biais, par exemple, ou réduire les hallucinations. Donc ça, c'était quelque chose qu'on a fait très vite. Et ensuite, pour les tests empiriques, entre guillemets, on a beaucoup justement testé ces IA en la confrontant, par exemple, avec des documents un peu complexes pour voir ce qui ressortait ensuite, voir si elle arrivait à saisir les informations clés qu'on lui demandait de trouver, si elle arrivait aussi à développer sur des concepts juridiques, par exemple, ou des concepts techniques type cybersécurité, ce genre de choses. Quand l'IA, aujourd'hui, vous répond quelque chose, vous allez quand même vérifier sa réponse? Oui. Le contrôle humain, de toute façon, ça fait partie des standards qu'on demande à tous nos collaborateurs d'appliquer. Parce que voilà, l'IA est un outil, c'est pas un devin, donc les réponses sont jamais 100% certaines, donc oui, ça, il faut toujours contrôler. Vous avez le sentiment que cette IA, elle devient de plus en plus fiable? Pour l'instant, on laisse toujours l'humain apprécier la qualité du résultat. Et je pense que c'est un point qui est toujours important, ne serait-ce que pour l'IA s'améliore. C'est-à-dire que c'est des choses qu'on demande aux IA qu'on utilise, c'est que l'humain puisse faire un feedback sur la qualité de la réponse. Comme ça, les développeurs peuvent être avertis sur des éventuels problèmes qu'il y aurait eu par rapport au fonctionnement de l'IA. Donc, avec le temps, les réponses vont devenir de plus en plus précises. Et nous, ce qui nous intéresse d'un point de vue risque, c'est que l'explicabilité de l'IA avance, qu'on puisse pouvoir vraiment tracer le cheminement qui a été pris et voir si, finalement, on pouvait accepter ces risques et laisser nos collaborateurs utiliser ces outils. Alors, quels étaient-ils, ces risques, précisément? Alors, ce qui est compliqué avec ces outils, c'est que finalement, quand on va regarder comment ils sont construits, c'est pas toujours évident. Les constructeurs sont restés assez fermés. On sait que derrière, il y a d'énormes quantités de données qui ont été utilisées, mais on ne sait pas forcément lesquelles. Donc ça, c'était une
première chose qu'il a fallu accepter, c'est de se dire que finalement, la recette, on n'allait pas connaître tous les ingrédients. Et donc on s'est vraiment concentré sur finalement s'assurer que les données qu'on allait mettre dans cette intelligence artificielle allaient bien rester cloisonnées, ne pas s'échapper en dehors du contexte d'utilisation qu'on avait défini. Et après, deuxième élément, c'était de s'assurer que finalement, tout ce qui ressortait de ces intelligences artificielles, on pouvait faire confiance au contenu, se méfier de tout ce qui pouvait être des biais dans les réponses, des hallucinations. Une hallucination, alors c'est quand l'IA répond en fait complètement à côté de ce qu'on attend. C'est-à-dire qu'elle peut se retrouver à inventer quelque chose ou à juste donner des informations qui n'ont pas de rapport avec ce qui était attendu. Et ça, en fait, ça vient du fait que globalement, en fait, l'IA générative, elle a été conçue pour générer du contenu. Et donc même quand elle ne sait pas, le plus souvent, au lieu de dire « je ne sais pas », elle répond quelque chose. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que quelque part, elle nous pousse à se réinventer et un petit peu plus vite, puisque finalement, elle va très vite, elle est capable de fournir des éclairages sur des problématiques qui sont assez complètes. Et donc, voilà, nous, ça nous permet de se reposer la question sur comment on va fonctionner, ne serait-ce que dans le domaine des risques, où finalement, grâce à l'IA, on peut analyser plus en profondeur certains sujets, on peut aller plus loin, on peut lire plus vite des contrats. Et donc, ça nous permet de réinventer notre métier, de réinventer la façon dont on va produire nos analyses. Et on est dans une situation où on est gagnant. La dernière question, ça n'est pas moi qui vais vous la poser, on va la demander à l'IA générative. Agathe, l'IA voudrait savoir quel type de risque, en dehors des hallucinations dont on a parlé, vous avez identifié avec l'utilisation de l'IA générative. Il y a des risques de confidentialité. On s'interdit d'utiliser des IA apprenantes parce qu'on ne veut pas que nos données justement servent à nourrir un modèle d'intelligence artificielle qui ensuite pourrait ressortir en générant du contenu pour d'autres personnes, des données PwC ou des données des clients de PwC. Donc la confidentialité, ça a été vraiment notre objet de préoccupation le plus important, je dirais. Et puis aussi, là, on s'est beaucoup penché sur un risque réglementaire, parce que le règlement européen sur l'IA, c'est un texte qui va imposer des choses pour ce qu'ils appellent les déployeurs, c'est-à-dire les entreprises qui utilisent les systèmes d'IA. Donc nous, on y sera soumis. Et donc aujourd'hui, là, c'est un risque, mais aussi finalement un cadre de l'utilisation de l'IA qui est arrivé avec cette réglementation et qui aujourd'hui est au cœur de notre travail côté risque technologique.